journalistes qui étaient habillés à la cool, maintenant, c'est les patrons. C'est votre tenue de tous les jours, sérieusement, ou c'est juste pour l'update? Ouais. Ah non. Merci d'être là, mais oui, les temps changent. Régis Schul, donc spécialiste de Monoprix depuis 85 ans, évidemment, du commerce de proximité. On va faire le point ensemble, si vous le voulez bien, ce matin sur votre transformation, évidemment, comment vous simplifiez le quotidien de vos clients, des clients toujours plus pressés, plus exigeants sur la qualité. Ça tombe bien, c'est votre marque de fabrique. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan, Régis Schul, si vous le voulez bien, là, 18 mois après votre arrivée chez Monoprix? Le bilan, il y a une entreprise qui est en mouvement, qui a beaucoup de modernité dans son offre et qui a cherché à avoir la même modernité dans ses services et dans sa façon d'interagir avec les clients. Donc par rapport à ça, vous l'avez vu, on a cherché vraiment autour de deux axes qui sont minimiser la contrainte. Aujourd'hui, les irritants qu'on peut avoir en magasin qui étaient acceptables il y a un certain temps ne le sont plus. Le premier, le plus simple à expliquer, c'est faire la queue en caisse. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent tous les jours dans mes magasins et tous les jours, on leur demande leur carte bleue, leur carte de fidélité, tous les jours, on leur demande leur code, alors même que ce client-là, il va une fois sur Amazon et la deuxième fois, il a juste à appuyer sur un bouton et il paye. Et donc, ce qui était acceptable ou ce qui peut paraître acceptable ne l'est plus. Donc, et c'est cette pression-là que nous met Internet. Ce n'est pas tellement ce que ça représente en termes de business, en particulier sur l'alimentaire, parce que c'est relativement faible. Mais c'est la pression de dire à un moment donné un certain nombre d'irritants qui sont le passage en caisse, qui sont la rupture de stock. Sur Internet, il n'y a jamais de rupture de stock. Alors, de facto, parce qu'ils dépublient les produits, mais de facto, ça n'apparaît pas. Il n'y a pas de trou face à vous dans le linéaire. Il y a la facilité de voir les ingrédients, de comparer, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui font qu'un certain nombre d'irritants ne sont plus acceptables. La livraison, quand vous pensez à la livraison en alimentaire, à part Monoprix, il y a très peu de grandes surfaces alimentaires qui livrent à la maison, alors que sur Internet, on a maintenant des usages où on passe sa commande et l'après-midi, on est livré. Donc, toutes ces choses-là qui n'étaient pas intégrées par les distributeurs, et en particulier les distributeurs alimentaires, elles sont aujourd'hui des vrais irritants. Et puis après, on a l'autre partie qui est de donner du plaisir, donc de faire du magasin un lieu où tous ses sens sont excités par le toucher, la vue du produit, le produit frais, et tout ce qu'on ne peut pas retrouver sur un écran ou difficilement retrouver sur un écran. Justement, donc pour améliorer cette expérience client, Régis Schul, c'est pour ôter ces points de friction que vous avez très bien décrits. Qu'est-ce que vous avez proposé là très concrètement depuis votre arrivée? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que vous avez laissé tomber peut-être aussi? Alors, de toute façon, ce qu'on a proposé, la première chose, c'est la livraison en 1 heure à pied. Donc, aujourd'hui, on réalise 3 millions de livraisons à domicile. On est le distributeur alimentaire qui livre le plus, de par le fait qu'on soit urbain. Donc, c'est lié à la typologie de clients et de magasins qu'on a. Et donc, on est passé d'une livraison qui se faisait en 3 heures en véhicule à une livraison à pied. 50% de nos livraisons aujourd'hui dans Paris sont faites à pied en 1 heure. Donc, aujourd'hui, on a donné une facilité pour nos clients beaucoup plus importante que dans le passé. Deuxième chose, on travaille beaucoup sur la caisse, l'encaissement. On a mis en place Monopizy, ça a été mentionné, donc avec la possibilité pour le client. Et c'est extraordinaire de voir à quel point c'est difficile pour le client de se retrouver à ne pas passer en caisse. C'est-à-dire que vous dites, donc aujourd'hui, vous venez avec votre smartphone, vous scannez les 3 ou 4 produits que vous achetez et vous sortez sans payer, entre guillemets, enfin vous payez sur l'application. Et là, pourquoi 3 ou 4, ça ne marche pas sur un caddie à 150 si, euros? vous pouvez faire autant que vous voulez. D'accord. Le seul truc, c'est qu'au bout de 25 produits, ça devient compliqué. Enfin, franchement, on a 2 choses. On a généralisé, on a deux parcours de course. On a le parcours où vous faites les 50 produits, qui est le panier de 150 euros. Celui-là, on a inventé le lâcher de caddie. Donc, littéralement, vous laissez le caddie où vous voulez dans le magasin, on le récupère pour vous, on le passe en caisse pour vous et on vous livre à domicile. Donc ça, on l'a généralisé. On a aujourd'hui 170 magasins où vous pouvez le faire. Je vous invite à le faire. Une fois que vous l'avez fait, vous ne revenez jamais plus à faire vos courses, à remettre dans le caddie, etc. Voilà. Mais par contre, ça ne réglait pas le problème du passage en caisse sur l'achat de 5-6 articles, parce que ceux-là, vous ne voulez pas vous les faire livrer à domicile, et donc vous voulez partir vite. Et c'est pour ça qu'on a inventé Monopizy. Vous scannez avec votre smartphone, et vous payez, et vous sortez. Et en fait, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le client, une fois qu'il a payé, il se dit « mais
qu'est-ce que je fais? J'ai pas un truc où je passe, etc. Donc on est en train de réinventer une contrainte qui est de passer par quelqu'un qui vous donne un sac, parce qu'aujourd'hui, le plus gros problème du client, c'est de dire c'est trop simple. Bon, donc, Vous allez rajouter une contrainte fictive. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, les clients, ils nous disent, mais et pour l'avoir vécu, c'est pas facile. On se dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que il y a même pas un vigile qui est là qui contrôle le ticket de caisse. Quelque part, on est français quand même, on n'est pas anglo-saxons. Ouais, mais on fait un contrôle aléatoire, mais on ne contrôle pas systématiquement. Et le client, c'est comme s'il a besoin d'aller vers quelqu'un en disant, j'ai bien payé. Oui, mais on te fait confiance, mon gars. Tu peux partir. Voilà. Donc, ça fait partie des usages, mais une fois que vous l'avez testé, mais pour moi, pour l'utiliser assez fréquemment, c'est top, quoi. Vous êtes en magasin, vous avez, alors après, il faut que les gens chargent l'appli, etc. C'est de la gestion du changement, et on va le généraliser. Mais aujourd'hui, un distributeur, il dépense à peu près 10 à 15% de ses surfaces pour mettre des caisses. Il dépense un tiers de sa masse salariale pour la caisse et la moitié ou un tiers de son budget IT. Tout ça pour faire chier le client, quoi. Donc c'est quand même con, quoi. Moi, je note aussi que là, évidemment, il y a de la tech, mais quand vous faites la livraison à pied, il n'y a pas besoin de réinventer la roue pour innover, pour faire un truc sympa et plus fluide. Ah ben, la livraison à pied, c'est le truc le plus simple du monde, mais personne n'y avait pensé, quoi. Et franchement, c'est venu d'un truc en me disant, mince, j'habite à 500 mètres du magasin, et le mec, il va mettre ça dans un véhicule, et je dis, mais donnez-moi le caddie, je vais descendre, enfin, je vais le faire à pied, c'est bien plus simple. Il dit, ouais, pourquoi on ne fait pas comme ça, quoi? C'est aussi simple que ça, alors que nous, on s'est organisé une tournée. Donc, vous imaginez l'industrie qui était derrière. On se dit, voilà, alors lui... Il va se garer en double fil, il va gonfler tout le monde. Et c'est 500 mètres à faire. Et dans Paris, j'ai 70% de ma clientèle qui est à moins d'1 kilomètre du magasin. Et donc, et les trottoirs, ils ne sont pas embouteillés. C'est le dernier truc qui n'est pas embouteillé, quoi. Bon, Régis Schultz, le e-commerce, dans la stratégie, le business de Monoprix, ça pèse combien, là, en 2018? Ça pèsera combien? Alors, aujourd'hui, on parle plutôt du multicanal qui pèse 10%. Le e-commerce en tant que tel pèse un tiers de ça. Donc, voilà un petit peu l'ordre de grandeur. Projet cette année, donc en arrivant, j'ai vu que vous vouliez, enfin en arrivant il y a 18 mois, vous vouliez introduire l'esprit start-up chez Monoprix. C'est plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce que vous ressentez là aujourd'hui? Aujourd'hui, on est un truc comme Monopizy, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'on est parti, on s'est affranchi d'un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, sur l'application, on n'a pas pu brancher directement le programme de fidélité. On est parti, alors que dans le passé, on aurait attendu que tout soit branché. Donc le temps qu'on avait fait, 10 ans plus tard, on en parlait encore, quoi. Donc c'est d'accepter que tout ne soit pas parfait et qu'à un moment donné, on avance en le faisant. Et puis en plus, c'est aussi pour moi de dire, de refuser la machine à pas faire, quoi. Donc on me dit oui, mais c'est pas possible, il y a trop d'articles. Je dis maintenant j'ouvre avec ça et vous vivez avec, et au fur et à mesure on répare les trucs qu'on fait, quoi. Quand vous voyez l'image là d'Amazon, qui en tout cas en France recule, c'était hier, on l'apprenait, marque préférée des Français, Decathlon. Ça vous étonne, ça vous fait sourire? Comment vous réagissez là? Les études sont, elle est plutôt fiable, hein, c'est une étude sérieuse, 7500 Français questionnés. Après, ça faisait des années qu'Amazon était en tête, numéro 1 ou numéro 2, quoi. Tant mieux pour Decathlon. Bon, non, mais sérieusement, Amazon, ça fait des années que vous les suivez, vous étiez chez Darty avant. Je ne sais pas s'il y a une signification particulière. Je pense qu'aujourd'hui, Amazon souffre d'un site qui devient un fourre-tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi la lisibilité que vous donnez aux clients quand vous développez la marketplace, etc. Donc c'est que, comme tout, vous êtes obligé, et c'est un petit peu quand vous posez l'agenda, il n'existe pas. C'est vous avancez et tout évolue, et qu'à un moment donné, ce qui était une bonne idée peut devenir une mauvaise idée. La marketplace, au départ, c'était une excellente idée. Aujourd'hui, quand vous voyez le site Amazon et que vous voyez que vous traitez de la même façon du vêtement de luxe avec des petits poids, vous dites il y a un truc qui ne va pas. Et quelque part, à un moment donné, c'est la lisibilité que vous donnez aux clients, c'est les repères que prennent les clients et qui changent. Voilà, donc tout ça, ça montre une chose, et je pense que ce qui est vraiment la chose la plus importante dans le retail, c'est une remise en question de tous les jours, de tous les instants, et tout ce qui est vrai hier n'est pas vrai demain, et tout ce qui était vrai avant-hier peut redevenir vrai. Quelque part, si Decathlon repasse de 20, c'est que quelque part les bonnes vieilles recettes du retail, quand on fait bien son boulot, etc., et ben, ça permet aussi d'être la marque préférée. Donc, c'est donc la morale de l'histoire, rien n'est perdu, rien n'est gagné, quoi. Exactement.
Et moi, je l'ai vécu alors fortement. Quand je suis arrivé chez But, à l'époque, on m'a dit mais le truc, il est plié, il y a une dette comme ça, la marque, elle est foutue, etc. Et si vous regardez, je me rappellerai toujours, ce qui était écrit, c'était le marché du meuble, ça sera Ikea, Fly, Alinea. Et But et Confo vont disparaître, et But le premier. Bon, aujourd'hui, Ikea est là, et puis derrière, c'est But et Confo, et Fly a déposé le bilan, et Alinea ne s'en sort pas, quoi. Donc, et pourtant, c'était écrit sur tous les murs, quoi. Donc voilà, donc tout est possible, c'est l'avantage du retail, il y a une réactivité folle, parce qu'on a les clients dans nos magasins, et c'est à nous d'être talentueux, d'être imaginatifs pour inventer un futur différent de celui qui est écrit par les oracles. Et pour rester une seconde sur Amazon, le fait que l'an dernier, ils aient fait ce mouvement-là de descendre dans la rue à travers ces centaines de magasins Whole Foods, on ne sait pas encore trop ce qu'ils vont faire, mais ils ont une idée précise, eux, on peut leur faire confiance. Là encore, ça vous étonne ou c'était la logique de l'histoire, de finalement aller au contact physique du client, quand vous, les retailers classiques, vous accélérez sur Internet? Je suis pas sûr, alors je suis pas sûr que ça soit aussi rationnel que ça. Donc moi ce que je peux en savoir, mais je ne sais pas tout, c'est qu'a priori, c'est plus parce que le patron fait ses courses chez Whole Foods et qu'il se dit tiens ça serait un truc bien à faire. Donc je suis pas sûr toujours persuadé que la stratégie est aussi logique que ça. Mais après je peux me tromper, je sais pas. Non, je pense que sur les États-Unis, la situation d'Amazon aux États-Unis est très différente de celle en Europe. Ils sont aujourd'hui un moteur de recherche. 60% des recherches des Américains commencent sur Amazon, ne commencent pas sur Google. Donc de ce fait, et l'alimentaire, et donc ils sont quelque part dans une logique de couverture de tous les marchés. Et le marché de l'alimentaire, pour être couvert, demande des assortiments qui sont beaucoup plus pointus, beaucoup plus difficiles à gérer que du non-alimentaire. Voilà, donc je pense que c'est cette logique-là. Après, je ne suis pas toujours sûr qu'on est qu'on ait toujours tous un grand dessin, un truc que tout est écrit, etc. Je pense qu'il y a beaucoup aussi derrière. C'est une boîte qui est quand même une boîte d'un entrepreneur qui aussi dépense 1 milliard de sa fortune personnelle tous les ans pour aller dans l'espace. Donc je pense qu'il peut se permettre de dépenser un petit peu d'argent pour acheter Whole Foods, rien que parce qu'il fait ses courses et qu'il aime bien y faire ses courses. Le search, ça cartonne chez Amazon, notamment grâce, je vous apprends rien, à l'enceinte connectée Echo, donc qui embarque leur assistant personnel Alexa. Il se dit là depuis quelques heures qu'il pourrait arriver d'ailleurs en France à la mi-avril, donc quasiment dans la foulée au même moment que le HomePod d'Apple. Vous bossez déjà, je crois, avec Google là, sur cette liste de courses. On peut en parler? Dans les irritants, donc dans les irritants web, sur l'alimentaire, le modèle Internet, et ça je le dis aux startups, le modèle du business sur Internet en alimentaire n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, le seul qui s'en approche c'est Ocado, et c'est pour ça qu'on a signé un partenariat. Aujourd'hui, tout ce qui a été fait sur le web d'un point de vue commerce est parti de ce qu'a fait Amazon, est parti du non-alimentaire. J'achète un article ou 2 articles. Vous savez tous, et pour ceux qui l'ont fait, faire une liste de courses sur un site web aujourd'hui, c'est une vraie tannée. Donc c'est l'irritant le plus fort pour la partie alimentaire, parce que l'alimentaire, la satisfaction que vous avez de faire votre achat, c'est d'avoir tout acheté, et c'est à peu près 50 articles. Quand vous achetez une télé, vous voulez acheter la meilleure télé au meilleur prix, et donc vous cherchez un article, vous voulez les comparer, etc. Et donc la façon de faire du business sur Internet, sur l'alimentaire, elle est à inventer. Et aujourd'hui, celui qui s'en approche le plus, c'est Ocado. Et donc, quelque part, la voie, et c'est pour ça qu'on a lancé les courses, on l'a appelé projet post-it. C'est comment je remplace le post-it, comment je donne la liste de courses. Donc, tout ce qu'on a fait, nous, donc on l'a lancé en premier sur Google Home, parce que c'était la première c'est la seule qui est disponible en France. C'est la seule aujourd'hui disponible en France. Donc, vous pouvez, donc vous dites du beurre, du lait, etc. On récupère ça. Toute la famille peut parler avec soit son smartphone, soit la petite enceinte. Et derrière, on vous fait une liste. On vous prépare votre liste en fonction de votre historique d'achat. On utilise l'intelligence artificielle. Et c'est là le plus gros irritant. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne font pas leurs courses sur Internet? Une grosse partie, c'est cette liste de courses qui met beaucoup de temps. Et après, ils répètent tout le temps. Et c'est là aussi où nous, avec le partenariat avec Ocado, on prend un coup d'avance parce qu'ils ont vraiment réfléchi à la navigation. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, pour être concret, la logique dans le non-alimentaire, c'est de dire, une fois que vous avez choisi votre produit, il faut qu'il y ait one click et ça parte dans votre ticket, que vous payez rapidement pour surtout pas changer d'avis. Sur l'alimentaire, Ocado, c'est 8. Le tunnel d'achat, c'est 8
séquences. Donc il y a à l'encontre de tout ce qu'on peut écrire, etc. Sauf qu'ils ont une satisfaction client qui est la plus élevée. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait vos courses, vous aimez bien quand vous dites « Ah, tu as acheté du beurre, de la farine, tu n'aurais pas oublié les œufs pour faire des crêpes. Ah, d'habitude, tu prends du PQ, tu as oublié le PQ. Ah, ça fait 6 semaines que tu n'as pas pris de tablette de la vaisselle, il faut que tu y penses parce que d'habitude, tu en prends toutes les 4 semaines, etc. » Et là, vous êtes super content. Parce que qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est qu'à la fin, vous n'ayez rien oublié. Ah, tiens, je te propose les 2 recettes. Tiens, je te propose une promotion sur... etc. Et donc, en fait, on voit bien que toutes les logiques qui sont propres au non alimentaire ne s'appliquent pas à l'alimentaire. Merci beaucoup, Régis Schulz, avec nous donc ce matin, le président de Monoprix. À très bientôt.